guy somehow. What do you think people saw in you? Because you're recognized, like as the American guy all throughout the 50s and 60s. Yeah. I don't know what they saw in me, and I still don't, for that matter, but as long as I get hired to work and I get a good paycheck, what the heck do I care? That's what it amounts to. Yeah, I'm not the kind of actor who has to act, for acting's sake. That's not me at all. I'm kind of lazy that way. But when I'm asked to perform, I perform, And what kind of reaction did you get from the other actors who may be like, acting actors? Well, a lot of them just frowned, well, how awful. Or I'd even do a scene and they say, oh, he stinks. But then they go look at the rushes the next day and they go, how come? That's not what we saw him do. And yet the film is extra good to me for some reason. I think there's a chemistry between people in film. Like it doesn't work without silver, that kind of thing, whatever the heck it is. It's a thing it's a kind of a marriage between a charismatic thing that happens. And some people have it and most people don't. That's the thing. Yeah. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules of bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 13, épisode 2. Cette semaine, émission neige, fuite en avant et questionnement psychologique. Alors attention à l'avalanche quand le ciel si bas se penche. Attention à l'avalanche quand fondra la neige blanche. L'adorable femme des neiges qui par un jour de ciel bleu fondra au soleil de nos yeux. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma. Quel est mieux que les autres? Et donc, au programme ce soir, nous parlerons de deux films. Le nouveau long métrage de Charlie Kaufman, diffusé par Netflix. Je veux en finir, aka I'm Thinking of Ending Things. Et ensuite, nous parlerons d'une réédition en DVD et Blu-ray chez Remini de Nightfall, aka Poursuite dans la nuit en français, film de Jacques Tourneur de 1956. Et pour parler de ce jeu programme, autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. Il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a le docteur Erwan. Bonsoir Erwan. Bonsoir. Il y a Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a notre nouveau réalisateur. Il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, c'était les forces en présence. On va passer à quelques agendas. Il y a vraiment pas grand chose qui sort parce que le cinéma va pas super bien, d'autant que maintenant nous sommes passés au stade 3. Donc ça veut dire que ça va encore rechier dans la colle pour les exploitants, comme on en parlait un petit peu la semaine dernière. Il y a quelques petits trucs qui sortent qui vont pas forcément nous intéresser, soit parce que ça va pas nous intéresser, soit parce que ça sortira pas à Rennes. Il y a donc un documentaire sur les vacances de Antonin Moreau qui s'appelle Antoinette dans les Cévennes. Voilà, il y a le nouveau film de Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, d'après Michel Simon, c'est super bien. Ouais, et les films qu'on ne voit pas. Voilà, c'est ça. Sinon, il y a un documentaire qui, pour le coup, a l'air pas mal, mais je suis pas sûr que ça sorte chez nous. Ça s'appelle Africa Mia, sur un groupe des années 70, un groupe malien qui était parti au Cuba pour apprendre la musique cubaine et qui donc avait mêlé ça avec des sonorités du Mali. Donc ça a l'air chouette, mais bon, j'imagine que ça risque pas de passer chez nous. Et sinon, au rayon des ressorties, il y a la ressortie du film de Paul Verhoeven de 1990, Total Recall, avec notre ami Arnold Schwarzenegger, donc qui passera en séance unique au Gaumont, soit jeudi prochain, soit la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Rayon agenda local, j'ai pas grand chose, j'ai juste une chose qui m'a été signalée par notre camarade Thibaut Fleuret ici présent. Donc ça a lieu jeudi prochain à l'auditorium des archives d'Ille-et-Vilaine, la projection de Marée Noire, Colère Rouge de René Vauthier, dans le cadre de la 14e édition du cycle Bande dessinée et Histoire. Et donc Marée Noire pour Colère Rouge, on en avait parlé l'année dernière, en début d'année, mois de février si je ne m'abuse, à l'occasion de la ressortie de Plug Off des Pierres contre les fusils de Nicole Le Garec, où on avait fait tout un panorama du cinéma militant et révolté breton. En tout cas, René Vauthier est un très grand metteur en scène militant et engagé
engagé, et Marée Noire pour Collet Rouge, un excellent documentaire qu'il faut voir. Essentiel même. Il me semble que par rapport à la liaison avec la BD qui peut se faire, il me semble que la programmation est liée avec une étude autour de Bleu Pétrole, la bande dessinée qui avait été faite sur ce triste moment d'histoire. Effectivement, et malheureusement pas la dernière, parce que les Marées Noires, depuis, on en a connu pas mal. Donc voilà, c'est tout pour les agenda local. Moi, j'ai rien. On en reparlera bien évidemment plus tard. Mais donc dimanche dernier avait lieu dans le cadre des films du dimanche soir que nous organisons avec nos camarades du cinéma est mort, la projection des Valseuses de Bertrand Blier, et c'était hyper chouette. On a eu un peu de monde en plus, cool. Donc on est très content. Si tout va bien, le 11 octobre, donc prochaine séance, ce sera Arizona Junior des frères Cohen, un cartoon live absolument merveilleux avec un Nicolas Cage en très très grosse forme. Mais de toute façon, on en reparlera. Mais vous pouvez d'ores et déjà le noter sur vos tablettes. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations, messieurs, dames. Non. On va pouvoir passer à la section critique de cette émission avec le nouveau Feel Good Movie de Charlie Kaufman, donc, qui va parler un petit peu de viande morte. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et c'était King Gizzard and the Lizard Wizard avec Deadbeat, et de viande et de mort et de gens qui se font battre. Il en est plus ou moins question dans le nouveau long métrage comme metteur en scène et scénariste de Charlie Kaufman, Je veux en finir, I'm Thinking of Ending Things, donc qui est diffusé depuis la semaine dernière sur Netflix, et comme son titre l'indique habilement, c'est une nouvelle comédie bien rigolote, une bonne pochade de Charlie Kaufman, donc qui s'est principalement fait connaître comme scénariste fin des années 90, début des années 2000, avec notamment Dans la peau de John Malkovich, ou bien Human Nature, donc des films réalisés... Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Voilà, donc des films réalisés par Spike Jonze ou bien par Michel Gondry, qui étaient les nouvelles stars, on va dire, qui venaient du vidéoclip américain. Et en 2008, il s'est mis, on va dire, à son compte, en tout cas avec son premier film comme metteur en scène qui s'appelle Synecdoche New York, suivi en 2015 par le film d'animation Anomalisa, et donc 5 ans après, il revient avec son nouveau long métrage, qui est une adaptation d'un roman écrit par Yen Reid, avec Jesse Plemons et Jesse Buckley. Et de quoi que ça raconte? Eh bien, en fait, c'est un couple de jeunes gens, on va dire de trentenaires assez récents, qui sont incarnés par ces deux acteurs, qui vont faire un petit périple en voiture pour aller voir les parents du mec. Ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois qu'ils sont ensemble. Ils ne savent pas vraiment d'ailleurs depuis combien de temps ils sont ensemble, et donc ils vont rencontrer par une nuit d'hiver avec une neige qui tabasse bien fort cette famille qu'on pourrait penser un peu dysfonctionnelle, avec le père interprété par David Thewlis et la mère par Toni Collette. Et donc à partir de ce moment-là, après un périple en voiture qui dure une bonne grosse demi-heure, c'est là que ça va commencer à vriller, à partir un petit peu dans le fantastique, dans l'épouvante, et après à prendre des détours narratifs et visuels assez étonnants et assez étranges, mais qui sont assez dans la veine des différents travaux de Charlie Kaufman comme scénariste et comme metteur en scène. On va passer par quelques ruptures de ton assez étonnantes, qui passeront par une mise en scène que je trouve qu'il a rarement aussi bien maîtrisée, qui est tétanisante. Un film, comme on le dit, assez badant, on va dire, en tout cas... Malaisant, effectivement, on peut le dire, de par ses personnages, par les situations qu'il met en scène et par ses dialogues, qui, comme souvent chez lui, seront bourrés de citations et de références qui ne sont pas malvenues, mais qui montrent un peu la culture et l'intérêt qu'aurait Charlie Kaufman pour un certain type de littérature ou de pensée, parce qu'il y a des références à David Foster Wallace, à Guy Debord, des références de cinéma, à Paul Hinkel, donc aussi à des grands noms du cinéma, sur des films qui sont bien, puis des films qui sont chiants, et il va prendre comme ça plusieurs détours, on va dire, par une certaine intellectualisme et une voix off de Jesse Buckley omniprésente, qui peut faire penser à ce courant littéraire du début du XXe siècle qui était le stream of consciousness. En français, c'est le flux de conscience, si je ne dis pas de bêtises, donc qui était principalement caractérisé par les écrits de Henry James, de Faulkner, et puis de Virginia Woolf, mais qui ici, ce flux de conscience est non seulement littéraire et donc passe par les dialogues, mais est aussi visuel, qui est un truc qui est assez étonnant, ce qui donne un film avec je trouve
trouve pourtant pour un film qui dure 2h15 bien tassé, assez étonnant, qui moi ne m'a jamais fait chier, qui ne m'a jamais ennuyé, parce que je me suis fait embarquer dans ce trip badant qui part tout d'un coup dans le fantastique, qui part presque dans l'horreur, qui part dans des personnages, on en a parlé un petit peu avec Thibaut avant l'émission, vers un côté parfois un peu lynchien, qui en général moi ne m'intéresse pas tellement, mais qui là je trouve étonnamment coule de source dans le reste de la narration. C'est parce que vous en avez pensé, oui, Thibaut. moi je suis déjà très content de retrouver la personnalité de Charlie Kaufman sur un écran, parce que c'est d'abord un scénariste que j'ai beaucoup suivi à l'époque de ses grands succès, et je trouve que c'est une personne qui, derrière en fait son côté un petit peu ludico-dark, enfin dark ludique, on va dire ça comme ça, arrivait toujours à sonder une certaine profondeur de l'âme et à nous faire réfléchir, en plus de nous amuser autour de en fait, du combat, on va dire, entre fantasme et réalité, ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, ce que lui-même nous fait ressentir psychiquement, voire physiquement au spectateur. Donc je suis très content de le retrouver. J'ai pas vu ces deux films en tant que metteur en scène, mais ici pour celui-là, c'est peut-être la première chose peut-être dont il faut parler, c'est la maîtrise absolue de sa mise en scène. On est donc sur un format carré télé, un 33, et c'est absolument dingue ce qu'il arrive à faire avec une bagnole et un appartement. Avant de parler de la fin, mais au tout début, à ce niveau-là, c'est vrai qu'on ne s'ennuie pas, alors qu'on est dans une économie de moyens absolument terrible, sachant que le climat, bien entendu, joue un rôle prépondérant, donc il y a une tempête de neige qui n'est pas possible. Oui, parce que tout le début du film, c'est le voyage en voiture, qui est donc un huis clos entre les deux personnages, on les voit juste dans la bagnole. Voilà, et il y a de la neige tout autour. Et après, ils vont arriver dans cet appartement, et c'est la maîtrise absolue des lignes qui est incroyable, c'est-à-dire que tous les personnages vont se sentir enfermés en fait par à chaque fois un élément de décor. Alors ce sont des choses qui sont extrêmement basiques en termes de mise en scène, hein. Là je dis rien de nouveau, mais ici on est à un degré de maîtrise, voire même de pureté. On est vraiment au top niveau de ce que peut faire une production design avec un vrai talent de cadreur et bien entendu avec des acteurs qui sont au sommet de leur art. Justine. Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai passé un extrêmement bon moment. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un bon moment ? Alors, il y a quand même quelque chose de très jouissif, moi je trouve, dans la façon dont il arrive à faire un peu glisser l'intrigue. C'est-à-dire qu'on part quand même de cette nana qui est un peu déphasée, qui est perdue, qui est un peu déprimée quand même. Qui est complètement déprimée en fait dès le début, où elle dit voilà je veux en finir. Et puis on comprend pas très bien les ficelles dès les premières scènes avec son conjoint. On voit pas trop pourquoi il entend en fait un peu ce qu'elle dit et comment en fait le glissement s'opère de cette femme perdue, déprimée, qui a envie d'en finir avec son histoire d'amour. En fait, comment après il arrive à tout renverser, ça arrive plutôt vite, je trouve. On comprend en fait ce qui se passe assez vite, mais ça tient en fait les 2h15 sans problème. Et comment du coup il arrive à faire glisser ça pour le poser en fait sur le personnage du type. Et moi je trouve ça mais super bien maîtrisé, vraiment. Et je trouve qu'il n'y a pas qu'un petit appel à Lynch, il y en a un gros. Il y a aussi un gros appel à René. Pour moi, genre, c'est évident, même avant la fin, on voit là où il veut en venir. J'ai beaucoup pensé à Paul Schrader aussi, dans une espèce d'économie comme ça de moyens, qui est visuellement pas la même, parce qu'il y a quand même des scènes, notamment quand elle va voir la chambre de son copain, où c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver, où il y a plein de références auxquelles on va nous appeler après. Et voilà, donc j'ai vraiment... je trouve ça très noir, parce que le constat est celui d'un type qui est profondément dépressif, et c'est la dépression qui glisse en fait d'un personnage à l'autre, et moi j'ai trouvé ça formidable, vraiment. Docteur. Alors moi c'est vrai que moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça poursuit. Alors moi j'ai pas vu Anomalisa, hein, mais j'ai vu Synecdoche New York, qui était déjà un film moi qui m'avait énormément surpris. Puisque je rappelle que Synecdoche New York, c'est l'histoire d'un metteur en scène de théâtre qui reconstitue dans un studio sa vraie vie en fait.
mais je veux dire, au détail près. Et du coup, plus sa vie avance et plus le décor de studio grandit, il y a des doubles d'acteurs et tout ça. Et en fait, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement pyrrhandélien chez Charlie Kaufman, c'est-à-dire ce jeu qu'il y a avec la suspension d'incrédulité du spectateur. C'est-à-dire qu'assez rapidement, il nous fait bien sentir que ce qu'on voit, ce sont pas des personnages auxquels on est censé croire, mais des évocations, voilà. Alors qui sont des mélanges de souvenirs, de fantasmes. Alors je n'ai pas envie de trop griller quelque part voilà la fin du film, mais cette idée que et tu parlais de cadre, moi je trouve qu'il y a des moments qui sont assez formidables en fait où par un simple mouvement de caméra, par un simple recadrage, tout d'un coup il crée l'étrangeté. Et alors là pour le coup c'est vraiment un film d'inquiétante étrangeté, c'est-à-dire qu'il y a des moments. Les personnages sont autour d'une table et puis tout d'un coup il y a un plan et on a l'impression que l'héroïne est toute seule. Et on ne sait pas si simplement les personnages sont hors champ ou si elle est vraiment toute seule. Et il commence à y avoir une espèce de malaise comme ça qui s'installe, d'autant plus qu'il a recours à des clichés, entre guillemets, de films d'horreur, une cave avec des griffures dans laquelle personne ne va et qui a l'air de poser un problème au petit ami, des parents qui ressemblent un petit peu aux grands-parents de The Visit, hein, quand même, c'est-à-dire avec ce côté extrêmement malaisant, de gens qui sont en train de tomber dans la folie, en fait, et qui sont en train de devenir séniles, et où en plus on sent, parce qu'il y a tout un truc avec avec le contact physique, où le petit ami refuse de se laisser toucher par sa mère, donc on imagine en fait des tas de glauqueries, en fait, alors, qui ne sont pas forcément destinées d'ailleurs à advenir sur l'écran. Et ça, c'est vrai que moi je trouve que pour un film Netflix, là j'avoue qu'ils ont fait un choix quand même assez burné, parce que j'imagine l'abonné typique de Netflix qui se dit tiens, je vais regarder ce film qui s'appelle, et franchement je pense qu'il y a les gens qui vont voir ce film là vont être extrêmement surpris, pas simplement par le ton dépressif mais par la forme en fait, hein. C'est-à-dire à la fois la maîtrise épurée de la forme, mais surtout le jeu avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on attend d'une fiction. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une prod Netflix, et en général toutes les prods Netflix qu'on a pu voir, y compris le dernier Martin Scorsese, c'était des films qui, en termes de photos, en termes de facteurs visuels, comme le dernier film des frères Cohen, était quand même très normé, où il y avait toujours la même charte graphique qui était mise en place, qui était quand même vraiment pénible, parce que tous les films se ressemblaient, en plus avec une charte graphique qui était quand même pas très belle, alors que là pour le coup ça prend vraiment un écart très différent, et que Netflix ait accepté de produire un film pareil, je trouve ça assez étonnant quand on voit leur passif dans la production, quoi. Justine. Alors, ouais, moi je serais plus nuancée par rapport à ça, parce que j'ai quand même trouvé que le film était extrêmement normé d'un point de vue un peu A24. C'est-à-dire le format... A24, c'est la boîte de prod des films de Roger Ebert, des films de Ari Aster... des frères Safdie, voilà, et compagnie, ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai quand même trouvé qu'il y avait vraiment une plastique, une esthétique qui était très propre à un cinéma contemporain un peu indépendant. Un nouveau cinéma d'horreur, en fait. Voilà, c'est ça. Ou au moins intriguant. Et je trouve que là, on a vraiment quand même tous ces codes-là. Mais en plus de ça, il ajoute une grosse surcouche de sa propre culture qui est très dense. Je veux dire, moi, le passage où elle récite la critique qu'a fait la nana sur... Pauline Kael. C'est ça, absolument. Sur le film de Cassavetes, franchement, c'est incroyable, vraiment. Et là, c'est là que, malgré le minimalisme du décor, c'est là où... c'est assez exigeant, moi, je trouve, vis-à-vis du spectateur, parce que le bouquin de Pauline Kael, tu le vois, d'ailleurs, c'est dans la scène de la chambre, en fait, où il y a plein de détails, notamment, il y a un détail qui dit quelque chose sur le chien. Mais oui, il y a des, enfin voilà, faut pas dire ce qu'il y a, mais il y a un détail il y a un chien bizarre dans le film, et il y a un détail dans cette chambre qui nous explique qu'est-ce qu'il fout là, ce chien bizarre, quoi, et pourquoi il est bizarre, quoi, et qui nous aide à comprendre justement ce qui est en train de se passer, que c'est en fait, on est dans un système de projection, en fait. Et du coup, il y a toute une mise en abîme, moi je trouve, sur le cinéma, c'est-à-dire que d'un personnage qui se projette sa propre vie et qui reconstitue en fait de manière tordue sa propre existence, enfin de manière tordue par la dépression en fait de sa propre existence. Et il y a vraiment un truc, et c'est alors ça, moi je trouve que c'est très Charlie. Alors déjà c'est déprimant, c'est vrai que c'est exigeant en termes de références culturelles, parce que ça soit Une femme sous influence, Pauline Kael, David Foster Wallace.
si vous n'êtes pas un petit peu au fait de la C'est culture quand même que des américaine dépressifs, des 50 dernières années, vous n'allez rien éviter. Quoi. Surtout que c'est très américain quand même, parce Voilà. que surtout David Foster Wallace, Voilà. en France, ça a été quand même très très mal traduit, en Ouais. tout cas très peu distribué, alors que c'est un auteur C'est un majeur auteur majeur ouais, de la production contemporaine Ouais, américaine, complètement. qui est décédé il y a quelques années. Et Paul Inkel, c'est la critique. C'est la papesse, quoi. C'est la papesse. Enfin, je veux dire, c'est l'équivalent de toute la nouvelle vague, enfin, de toutes les critiques des cahiers du cinéma réunis, quoi. Paul Inkel, quoi. C'est la papesse du cinéma américain. Et c'est vrai que dans un monde où, quand on va voir des films aujourd'hui, le clin d'œil se fait beaucoup sur de la pop culture. Là, c'est vraiment sur de la high pop culture, quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est très agréable quand on connaît les références. Notamment le passage sur Cassavetes, moi j'ai trouvé ça super beau, parce que la manière dont l'actrice prononce le texte de la critique, moi je trouve que c'est un super moment. Et toute la partie sur David Foster Wallace, c'est très bien aussi. Enfin voilà, mais c'est vrai que ça pourra paraître ardu, on va dire, aux Netflixeux moyens, quoi, je pense. Après, il y a un truc qui est extrêmement intéressant aussi dans le film, c'est le rapport qu'il pose par rapport au genre du fantastique. Alors, le film est très malaisant, avec une ambiance, on l'a dit, déprimante, proto-lynchienne. En effet, moi, j'ai beaucoup pensé à David Lynch en regardant ce film, mais c'est par rapport tout au genre du fantastique. Donc, en fait, le fantastique, ça se situe par rapport c'est le trou dans le réel, en fait. C'est un trou dans le réel qui se passe, et en fait ça va être le combat en fait pour résorber ce trou. En gros, c'est ça la définition du fantastique. Et ici, en fait, on ne sait pas où se placer par rapport à ça, et au final, ce trou dans le réel, il agit directement dans la psyché du spectateur, sachant que lui ne sait jamais où se placer par rapport à ce qu'il est en train de voir dans l'écran. Donc en fait, il n'y a pas une espèce de mise en abîme, mais une espèce de prise de conscience, voire une espèce d'omniscience de la part de Charlie Kaufman, qui maîtrise tellement les codes cinématographiques, les codes d'une high pop culture, comme tu dis, les codes de la narration, et en même temps des codes du genre cinématographique. Ce mec-là c'est un espèce de puits sans fond, et ces films sont des espèces de puits sans fond où il est toujours agréable, je veux bien sûr le terme entre guillemets, de se replonger, pas quotidiennement, mais finalement souvent, et peut-être que ce film va nous faire replonger et peut-être réévaluer toute la carrière de Kaufman, même si elle est déjà bien évaluée, mais de replonger en fait dans son cinéma et de retrouver petit à petit d'autres bribes de connaissances par rapport à son premier scénar. Je crois que c'est John Malkovich. C'est John Malkovich en 99. Ouais. Mais voilà, le mec est tellement passionnant et tellement dense, et en même temps il nous permet une telle liberté en tant que spectateur. Et ici on en parle beaucoup dans cette émission, de la liberté à donner au spectateur, de ne pas le prendre spectateur pour un con. Et ici en fait je pense qu'il me semble qu'on est on tire presque au sublime à ce niveau-là, et c'est tellement, en effet, c'est tellement agréable, malgré, 2h15 bien tapé, faut le souligner. Puis 2h15 déprimante, quand même. Et 2h15, voilà, putain, franchement déprimante. Ça te prend pas par la main, surtout, à part peut-être pour te la couper, mais ça te met dans une appétence intellectuelle qui fait du bien. Voilà. Et du coup, derrière le côté badant et négatif du film, il n'en ressort que de positif, et ça c'est exceptionnel. Et surtout, on ne parlera pas du dernier plan du film, qui est, moi je trouve très lumineux, très beau. Oh là là. Et le truc que je trouve quand même assez étonnant, parce que là on parle quand même pas mal de références qui peuvent paraître intellectuelles ou un truc comme ça, mais le film est jamais pédant par rapport à ça. C'est pas dit comme un truc d'élitiste, parce que les films de Cassavetes, de toute façon, c'était des films comme qui marchaient pas mal, ou en tout cas avec des acteurs connus, donc relativement populaires, on va dire. Et les références qui sont citées, en tout cas dans la culture américaine, c'est pas forcément non plus que des trucs c'est pas des trucs ultra intellectualisants ou bien qui sont réservés à une élite, quoi. C'est juste pour des gens qui sont curieux, on va dire. Mais du coup, c'est pas montré comme un truc pédant, comme un truc intellectuel. Surtout que les références servent, parce qu'en fait, alors mais ça encore une fois, il faut pas. C'est même de bord ou ce genre de choses. C'est compliqué d'en parler, mais pour moi, que j'ai vraiment ressenti ça. Pour moi, c'est un film qui est cérébral au sens à la fois littéral et figuré. Et je ne peux pas en dire tellement plus, mais vraiment, il y a vraiment, et puis il y a toute une réflexion que moi j'ai trouvée super intelligente sur est-ce que ce qu'on pense, c'est nous qui le pensons, ou est-ce qu'on passe pas notre temps à répéter des choses qu'on nous a dites, des critiques, des appréciations, des opinions politiques. Est-ce qu'on passe pas notre vie à citer finalement d'autres personnes? Et ça, je trouve que là, il y a toute une réflexion. Parce que rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Exactement. Et je trouve qu'il y a des trucs, justement, et les références à Debord sur la société du spectacle, ça parle de ça. Les citations de David Foster Wallace. En fait, finalement, toutes les citations culturelles du film ont à voir avec ce dont parle le film. Et avec comment notre existence est, dirigée finalement par un certain nombre de références culturelles, un certain nombre de points culturels qu'on finit par
tellement incorporés qu'on finit par croire que c'est nous qui les créons. Et moi, je trouve c'est un film assez philosophique, en fait, hein, sur l'image, sur le cinéma, et puis sur comment est-ce que qu'est-ce que c'est qu'une image cérébrale, quoi. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée. Et moi, je trouve que c'est quand même assez courageux, moi, je trouve, d'essayer de faire du cinéma où on va essayer de matérialiser ce que c'est que la pensée humaine, ce que c'est la progression qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un cerveau sans tomber dans le pédantisme, justement, ou la démonstration. Et ce qui participe de ça aussi, je voulais un petit peu qu'on finisse par ça, c'est sur le sound design que je trouve hyper impressionnant. Il y a plusieurs dialogues donc, qui sont comme souvent vus du point de vue de la femme où en fait on n'entend pas ce que dit le perso en face, mais ces gros boulets de Netflix, ils rajoutent les sous-titres pour qu'on comprenne ce que disent les mecs. Je sais pas si c'est une volonté de Kaufman ou c'est juste la chaîne qui fait n'importe quoi, mais ça donne des bascules assez étonnantes où moi au début du film je me suis dit que putain c'était mon fichier qui était niqué ou je sais pas quoi, et donc comme un con tu montes le son puis après ça te pète à la gueule, et était un peu comme les blagues des Monty Python qui avaient baissé le son à la télé, mais c'est un truc assez étonnant de bascule de son qui du coup font une bascule de point de vue aussi qui est assez étonnante et qui participe au côté oppressant de la mise en scène et notamment dans toutes les scènes dans la maison où il y a plusieurs choses comme ça, où vous parliez des cadrages, où bien tout d'un coup les persos sont seuls, et c'est pareil pour le son, c'est-à-dire que c'est pas uniquement de manière visuelle, c'est aussi dans les dialogues, qui pourtant, comme on l'a dit, occupent une place très importante dans le film, et qui d'un coup sont totalement chantés, c'est un truc assez étonnant. Oui, et puis en plus sur ces dialogues-là, je trouve spécifiquement dans les deux grandes scènes dans la voiture, quand on est un peu dans la tête ou dans les pensées de cette dame, finalement, son copain l'interrompt et nous, on est tellement interrompus, je veux dire, en même temps, quoi. Il nous fait chier à parler, quoi. Mais non, mais c'est pourquoi, en fait, genre, on était partis avec elle et le mec se met à parler et là, on est complètement pourquoi tu parles? Et non, mais c'est... Sachant qu'il dit pas de conneries, en plus. Jamais, à aucun moment. Il fait preuve, les personnages, moi je trouve, sont super bien écrits et les acteurs sont au cordeau. Ouais, ça, faut bien le signaler quand même, c'est que voilà, c'est minimaliste en termes de casting, mais par contre, ça joue super bien. Ça joue comme des brutes. Ouais, ça joue super bien quand même, quoi. Avec Jesse Plemons, qu'on avait déjà vu dans la saison 2 de Fargo, de Fargo, ouais. Et dans, bien entendu, le maxi chef-d'œuvre Friday Night Lights, hein, bien entendu. Mais Jesse Plemons qui ressemble de plus en plus, et je reprends le terme du doc, à Fat Damon. Ouais, Matt Damon version gros, quoi. Voilà, Fat Damon. donc... Alors, un Fat Etienne Cadoret, du coup, mais... Mais ouais, non, effectivement, c'est un film quand même assez impressionnant. Et après, par rapport au son, tout le travail qui a été fait sur le son aussi est corroboré par le montage, en fait, qui des fois est extrêmement abrupt aussi, qui pareil, c'est un montage qui est pas du tout aimable, très impressionnant. Voilà, ça fait une espèce d'objet extrêmement abouti, une espèce d'objet total extrêmement abouti. Un film pas aimable mais agréable. Oui. Donc voilà, un bon film pas aimable. Voilà, donc c'est le nouveau film de Charlie Kaufman, Je veux juste en finir, I'm Thinking of Ending Things, donc disponible sur Netflix depuis la semaine dernière. On va continuer dans le feel good movie où tout se passe bien en attendant que vienne la nuit. Quand le soir allez, vienne la nuit, que vienne la nuit, Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab et c'était François Loubiana avec Vienne la nuit, vous l'aurez reconnu, adaptation française un peu foireuse de Stand By Me. Standard magnifique de la chanson américaine, mais bon, comme en France on adorait faire des reprises qui n'ont rien à voir avec l'original, c'était une nouvelle Avatar, mais nous n'avons pas fini d'en parler cette année. Mais de la nuit qui vient, il en est plus ou moins question dans Nightfall, Poursuite dans la nuit de Jacques Tourneur, film de 1956 qui ressort chez Rimini, édition qui est ressortie à la fin de l'été. Et donc c'est un film qui avait déjà connu une première édition en 2012 chez Wellside dans la collection Classic Confidential avec un merveilleux bouquin évidemment de Philippe Garnier. Philippe Garnier qui est
un grand amateur et on va dire spécialiste de David Goodis, puisqu'il a écrit 2 livres sur le sujet. En 1980, David Goodis, La vie en noir et blanc, qui a connu une édition augmentée il y a de ça 3 ou 4 ans, qui s'appelle Retour vers David Goodis, dont on avait parlé dans cette émission, paru aux éditions de La Table Ronde, qui revient sur tout la carrière d'écrivain et de scénariste de David Goodis, et notamment des films qui ont été adaptés de son œuvre, dont Nightfall, le Poursuite dans la nuit, est adapté. Donc c'est un livre qu'a écrit Goodis en 1947, c'est son 3e roman et qui mettra 9 ans avant de connaître une adaptation au cinéma, alors que ses 2 premiers livres, notamment le 2e, Dark Passage, avait été adapté quasiment directement après sa sortie, donc Dark Passage avec Humphrey Bogart. Les Passagers de la nuit. Voilà, Les Passagers de la nuit. Et donc là, c'est un film qui a mis beaucoup de temps à se faire adapter, car le ton est assez particulier et le scénario... l'histoire du roman et le lieu de son action est assez étonnante, qui a été adapté au cinéma par Sterling Siliphant et qui a vraiment totalement restructuré le livre et les lieux de l'action, puisque dans le livre, ça se passait principalement dans des appartements à New York, alors que là, le film commence à Los Angeles, pour après se finir dans le Wyoming, dans la neige, et qui met en scène, en vedette, Aldo Ray, qui entamait sa 2e partie de carrière, où il allait commencer à faire n'importe quoi en étant très fatigué, et surtout la merveilleuse Anne Bancroft, évidemment dans le rôle du love interest un peu louche du film, où le perso de Aldo Ray est pris en poursuite par 2 marlous pour une sombre question de magot qui a été caché dans la neige. Évidemment, tout ça va partir en sucette et en cacahuète, et sur cette intrigue, on va dire, relativement classique de la série noire et du film noir, Turner va faire un film absolument merveilleux, d'une économie narrative assez dingue, parce que le film fait 1h18 tout sec, hein. Et c'est assez étonnant parce que il avait fait d'autres films noirs avant. Jacques Tourneur, qui est le fils de Maurice, le fameux réalisateur notamment du cinéma muet, grand metteur en scène, et Jacques Tourneur n'est pas en reste. Et avec ce film-là, ça marque un peu une bascule dans la période du film noir, parce que déjà la période historique du film noir est quand même déjà finie, mais surtout là, c'est comme beaucoup de productions de l'époque, c'est sous une forte influence de la télévision qui commence à apparaître et qui impose des cadrages normalement un peu moins bizarre, notamment dans les films noirs, et surtout des éclairages qui se veulent moins contrastés pour justement pouvoir passer sur les petits écrans de nos amis américains. Mais Turner, avec ses contraintes de production qui sont celles-là, arrive à emballer un film noir impeccable, justement avec une photo magnifique où finalement cette prédominance de la production télévisuelle dans les films de série B hollywoodiens va finalement presque servir son sujet, parce que du coup il va être beaucoup plus ramassé et il va adapter totalement sa mise en scène, parce qu'il y a un grand truc de mise en scène dans le cinéma de Jacques Tourneur qui est que le danger vient toujours du hors-champ, et là justement en resserrant son film, ça fait ressurgir de manière encore plus éloquente et encore plus évidente le danger du film, tout en étant dans cette économie narrative qui est propre à la série noire de manière générale, mais que là il fait exploser de manière, je trouve, absolument merveilleuse. Oui, c'est vrai que dès le début, bon, alors que Jacques Tourneur soit un formaliste comme son daron, bon, ça c'est pas une surprise, mais le grand intérêt du film, alors déjà le film, dès le générique du début, en fait t'es pris dedans avec ce magnifique générique chanté, mais il me semble que la grande force du film, c'est alors il y a tous les archétypes, enfin il n'y a pas tous les archétypes, mais il y a beaucoup d'archétypes de ce qu'on a du film noir, on va dire classique. Les bars en fumée, la femme fatale, les méchants qui sont tabassés dans la rue. Et notamment, et le flashback, qui est un grand moyen narratif du film. Qui est un long flashback d'ailleurs dans Nightfall. Et ici, hein. en fait, moi il me semble que l'intérêt s'inscrit en fait dans ce flashback, parce que ce flashback nous situe pas dans un petit peu la misère urbaine propre aux États-Unis de cette période-là, mais dans les plaines enneigées du Wyoming. Et en fait, alors on dit beaucoup que le film noir classique se termine en 58 avec La soif du mal de Wells. Bon, il y a débat. Hein. C'est à discuter. Mais Turner, en fait, est en 56, et il avait tourné un film en 48 qui s'appelle La griffe du passé, qui est également un film noir avec Robert Mitchum, qui est extrêmement sympathique, mais que j'ai vu il y a quelques années, mais que j'avais trouvé un petit peu trop sage. Et ici, il y a 2 pôles en fait qui m'intéressent. C'est bien entendu de libérer le film noir du carcan urbain et de l'insérer dans la montagne, et donc du coup ça permet une photographie absolument exceptionnelle avec tout le noir de la ville qui contraste avec le blanc ce blanc enneigé. Donc là c'est absolument magnifique en termes de forme. Et le deuxième point par rapport à La griffe du passé, donc du coup je trouvais un petit peu timoré, c'est que ici
Les dialogues sont d'une puissance et d'une évocation assez hallucinante. Et qui sont très goudiciens pour le coup, avec vraiment des persos qui sont désespérés, qui sont cassés, notamment le perso de Hal Doré. Mais c'est vrai que la rencontre au début du film dans le bar entre Bancroft et puis Hal Doré, c'est d'une écriture, c'est d'un rythme ciselé, impeccable. C'est à double sens, voire à triple sens. C'est déclamé avec une aisance par ces comédiens qui est assez exceptionnelle. Et voilà, du coup, derrière cette petite série B, comme tu le disais, on va dire soumise à la production télévisuelle, il reste néanmoins des pôles d'attraction qui sont extrêmement intéressants. Et en faisant en regardant un petit peu la filmographie en fait du film noir, Nightfall est souvent cité, un petit peu comme le chant du cygne classique, mais il reste cité, alors qu'on pourrait croire que c'est une œuvre mineure, voilà. Et alors que pas du tout. Il a été vu quand même pendant pas mal de temps comme une œuvre mineure, à la fois dans les adaptation de Goodies et dans la filmographie le tourneur, parce qu'en général justement La Griffe du passé, Out of the Past, qui est plutôt privilégié par rapport à celui-là, parce que justement il est plus ramassé, il est un peu moins grandiloquent dans sa mise en scène, c'est un peu moins série A finalement, quoi. Et moi je me demande si je préfère pas celui-là, La Griffe du passé, n'empêche, hein, mais c'est que mon goût personnel. Voilà, un super petit film. Justine. Alors oui, moi je dirais même pas un petit film, c'est un vrai bijou. Après j'aime un peu tout tourneur, donc c'est facile de dire ça. Moi je trouve que l'utilisation du flashback est vraiment autant habile que dans La Griffe du passé. Pour moi ça fonctionne parfaitement. Mais ce que j'aime encore plus, c'est là comment on voit que Tourneur est vraiment un cinéaste un peu de la suggestion. Je trouve que c'est toujours... c'est très feutré. Moi, j'adore cette ambiance-là du film, enfin, de ce qu'il en fait en fait avec les codes du film noir, mais comment il arrive à faire quelque chose vraiment de très précis, de très millimétré, mais à la fois voilà de très doux en fait. Et je trouve ça absolument passionnant. Et ce que j'aime encore plus et ce qui rebondit sur ça, c'est vraiment les Hal Doré en fait. Pour moi, avec sa voix très calme. Une gestuelle très peu habitée en fait, et je trouve que ça fonctionne à merveille. Et Bancroft pareil en fait, c'est qu'ils jouent un peu tous les deux ils ont une forme de symbiose en fait, c'est pour ça que leur couple fonctionne extrêmement bien dans le film. Et je trouve que le personnage d'un des deux malfrats, Red, alors j'ai oublié le nom de l'acteur. C'est Brian Keats. Alors non, c'est l'autre. C'est vraiment celui qui est extrêmement fulgurant. Et je trouve que les passages de fulgurance chez Tourneur, en tout cas dans celui-là, c'est vraiment des petits coups qu'il nous met, mais c'est toujours très pondéré. Et moi, j'adore comme il est à la fois calme, sophistiqué. Alors ça peut paraître un peu poseur comme ça, mais vraiment, je trouve ça très habile en fait, et ça fonctionne parfaitement, et surtout pour l'adaptation du bouquin de Goonies, je trouve que c'est parfait, vraiment. Docteur. Alors moi je souscris évidemment totalement à ce que vous dites. Là c'est une émission, on est tous d'accord aujourd'hui, et moi c'est ce qui m'a sans doute le plus étonné, c'est justement l'articulation entre effectivement le calme des personnages, parce qu'il faut bien préciser que même si les personnages sont à bout de course, s'ils sont poursuivis, ils ne réagissent jamais comme des personnages poursuivis. Il n'y a pas d'hystérisation de la poursuite. Même les truands, à la limite, sont assez cool. En fait, ils expliquent les choses assez calmement, ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va le torturer. Enfin voilà, on est vraiment dans une espèce presque de négociation en fait entre eux. Et l'idée de la mort n'est pas une espèce de tragédie, mais plutôt une espèce de fatalité. C'est pas inconcevable. Voilà, qu'il faut accepter. Et moi, j'aime bien comment cette espèce de rythme finalement très calme, ça s'accommode d'une durée très courte et d'une efficacité narrative qui est quand même qui est toujours appréciable et qui est assez dingue. Et je pense notamment, moi, je trouve qu'il y a une scène, par exemple, et qui est vraiment assez typique du film, parce que c'est très léger et en même temps, on comprend tout. On a tout ce qu'on a besoin de comprendre, on nous le fait comprendre par la mise en scène et par le jeu des acteurs. C'est la scène du défilé de mode, qui repose sur une super idée, c'est-à-dire que Anne Bancroft est un mannequin en fait, et donc à un moment elle doit aller faire un défilé de mode. Donc Hal Doré doit la retrouver là-bas, et les deux truands se trouvent aussi là-dedans. Et en fait, elle se rend compte de la présence des deux truands alors qu'elle est en train de défiler, et du coup le mouvement d'aller-retour qu'elle fait, où elle s'arrête, elle pose, à chaque fois qu'elle pose,
pour le spectateur, en fait, elle est en train de regarder l'évolution de la scène l'évolution à l'extérieur de la scène, comment les personnages sont en train de se rencontrer ou pas, comment il y a des personnages qui disparaissent. Et ça, je trouve que c'est une scène qui est d'une habileté, parce que c'est pas un suspense artificiel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un vrai suspense, et surtout, du coup, ça fait comprendre quelque chose. Moi, je trouve qui est très important, c'est que le personnage féminin n'est pas un accessoire, c'est une femme intelligente, le personnage d'Anne Bancroft. Et finalement, tout le monde est intelligent dans ce film-là. Ça aussi, c'est un truc qui est assez, je trouve, l'agent d'assurance qui poursuit Aldoret, voilà, qui poursuit Aldoret. Pareil, tout le monde est intelligent. C'est un film où tout le monde est intelligent. Et du coup, comme c'est un film où tout le monde est intelligent, les choses sont pas jouées dès le départ, en fait. Il y a pas, même Red, c'est un psychopathe, mais c'est pas une brute épaisse stupide. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a une certaine finesse dans sa manière, même dans sa manière de pratiquer la violence. C'est quelqu'un de pervers, mais qui a une espèce de sophistication dans cette perversion. Et je trouve que c'est un film qui est très étonnant, en fait. Et on sent bien que c'est une espèce un peu de queue de comète du film noir. C'est-à-dire, on peut commencer à se permettre des trucs que Turner aurait sans doute pas pu se permettre, justement, avec un Mitchum et un Kirk Douglas dans La Griffe du passé, qui partagent quand même le point commun d'être lui aussi un film noir qui se passe pas en ville. Parce que La Griffe du passé se passe quasiment tout le temps à la campagne. Ouais. Donc ça c'est intéressant, ce déplacement du cadre. Et moi je retrouve tout ce que j'aime chez Turner, c'est-à-dire ce que j'aime dans La Féline par exemple, c'est l'art de la suggestion. Comment est-ce que un éclair. Les scènes de tabassage, par exemple. Voilà, la scène dans les champs de pétrole où ils montrent ce qu'ils vont faire, ce que les truands montrent ce qu'ils vont faire à Aldoret. Ils placent une espèce de bûche sur une espèce des grands pivots là comme ça. Et on n'a pas besoin d'aller dans le surjeu et tout. Je veux dire, le personnage comprend et nous on comprend en même temps que le personnage. Et ça, moi j'avoue que j'aime de plus en plus ces films de 1h18, 1h20, où les mecs font confiance aux spectateurs et à leur mise en scène pour comprendre ce qui se passe, quoi. Il y a toujours dit, les vrais films font moins d'1h20. C'est pour ça que Commando est un chef-d'œuvre. Mais sinon, alors il y a un truc que moi j'avais jamais vu, il me semble, c'est que filmer une déneigeuse de face, c'est hyper graphique. Voilà, et c'était. Mais c'est comme les moissonneuses batteuses, en fait, de face, tu les vois, c'est hyper terrifiant, voilà, comme truc. Et là, écoute, c'est mon petit coup de cœur du truc, c'est une déneigeuse en pleine action qui t'arrive sur la gueule de face, c'est merveilleux. Oui, puis il y a des trucs vachement bien. Le Aldoret, justement, c'est un mec qui est pas clair. Il y a toute l'histoire avec son pote médecin qui a épousé la fille dont il était amoureux. Enfin, on doute quand même est-ce que les flashbacks nous racontent la réalité? Est-ce que les flashbacks réarrangent la réalité? Enfin, ce que vous disiez, c'est toujours un petit peu, il y a une possibilité qui est un peu autre part. Et moi je trouve ça super intelligent en fait, quoi, comme cinéma, quoi. Et c'est toujours bien de voir que ce qu'on pourrait appeler une petite série B, parce que c'est une économie de série B, c'est pas des grandes stars. Anne Bancroft n'était pas très connue à l'époque. Aldoret, il est plutôt sur la pente descendante. Il va faire Les Nuits et les Morts après avec chez Walsh. Il n'a pas du tout le même registre. Voilà. Et je trouve que l'utilisation qui est faite des acteurs, et c'est marrant parce qu'en fait on se rend compte que c'est ces petits films-là, quand je dis petits, je les mets entre guillemets, c'est ces petits films-là qui finissent par influencer d'autres films qui aujourd'hui sont beaucoup plus mémorables. Et moi j'ai évidemment pensé à Fargo en voyant le motif de la valise dans la neige. Je me suis dit bah oui, mais évidemment quoi, c'est évident que, en tout cas moi ça serait une sacrée coïncidence si les frères Cohen ne connaissaient pas ce film-là. Ça me surprendrait qu'ils connaissent pas ce film-là, quand même. Ça me surprendrait énormément. Donc c'était Nightfall, aka Poursuite dans la nuit de Jacques Tourneur, réédité à la fin de l'été, donc il y a quelques semaines chez Rimini Éditions. Et en bonus du film, il y a un entretien avec le critique au Quai du Cinéma notamment, Mathieu Macheret, d'une demi-heure, qui est ma foi tout à fait intéressant. Mais on reparlera de sorties Rimini dans les prochaines semaines, parce qu'ils ont quand même plein de choses à nous proposer. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, Dr. Erwan. Je sais plus moi les coups de cœur. Oui, les coups de cœur, c'est une compile qui est ressortie, qui est une compile des années 2000, qui est ressortie en vinyle relativement récemment, qui s'appelle New York Noise et qui est une compile de post-rock new-yorkais 77-82, et c'est fort dansant tout ça, ma foi. Donc il y a notamment James Chance and the Contortions, qui est sans doute le nom le plus connu, puis Conk. Mais il y a plein de trucs très très bien, et ça montre la vivacité de cette scène qui est
un mi-chemin entre le rock et le punk. Et où il y a avec des trucs africains, enfin avec des influences africaines, des influences caribéennes et tout. C'est vraiment très très sympatoche à écouter. Il faut en profiter hein, parce que vu qu'on ne peut plus danser maintenant, puisqu'on n'a plus le droit de danser. Voilà. Carrément Floret. Moi, il n'y a pas de coup de cœur, mais c'est plutôt un coup de blues pour aller dans la tonalité de l'émission, c'est bien entendu. C'est vrai que c'est funky. La mise en vente et donc la probable fermeture de ce lieu terminalement culte qu'est le Mondo Bizarro, donc à Rennes. Bientôt 19 ans de carrière. 19 ans de carrière, 19 ans de courage, 19 ans de passion. Et Bruno l'a mis en vente. Et Bruno l'a mis en vente. Donc c'est tristoun, c'est une époque qui s'en va, c'est une partie de la ville aussi qui s'en va. On peut le racheter, hein, sinon, Thibaut. Il faut d'abord gagner au loto. T'as combien sur ton code vie pour... Pas assez, je te le dis direct. 3 centimes. Donc Solong, le Mondo Bizarro. Eh oui, Solong, Rennes, Villrock. Hein, mais ça, c'était il y a bien longtemps. Hein. On attend bien entendu que Seb et Alain ouvrent leur nouveau truc. L'Overlook sur la dalle des horizons, à côté de la Maroc. Justine. On veut plus des bars du mail, bordel. Oui, moi c'est l'épisode 7 de la saison 5 de Better Call Saul avec le mariage tant attendu de Jimmy et Kim, et c'est pareil, c'est pas du tout badant, voilà. Eh ben donc moi c'est un peu plus festif, hein, mais c'est aussi un coup de cœur musical comme le doc, c'est le deuxième album des Druids of the Gay Charrette dont j'ai totalement oublié le nom, mais qui est sorti au début de l'été. J'ai déjà passé ici des Druids of the Gay Charrette, donc c'est du blues stoner druidique des monts d'arrêt, on va dire, absolument formidable à avoir en live, c'est une merveille, hein, et il tourne quand même assez régulièrement un peu partout dans n'importe quel petit bled ou plus grand bled, hein, puisqu'il commence à avoir un peu de succès, donc voilà, c'est absolument délicieux, et je mettrai le lien bien évidemment sur la page du podcast. Merci messieurs, merci mademoiselle, merci Valentin à la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour nous parler principalement de cinéma d'extrême orient. D'ici là, j'ai vu que t'allais dire d'extrême droite. non. Cinéma au contraire. Prochaine émission. C'est quand qu'on fait une émission cinéma de faf? On peut. Hein. Gérard Butler. Moi, je ramène Parole de flic. Alors là, c'est illimité. On peut faire une année complète. Donc bon, bref, merci à tous et à toutes. Prochaine émission. Ciao, bonsoir. Bonne soirée.